Le cordon ombilical de Chris Lemons est sectionné lors d'une plongée à 80 tétrodamètres dans les eaux glaciales de la mer du Nord. Le 18 septembre 2012, Chris Lemons travaille en mer du Nord à bord du navire de soutien à la plongée BB Topaz. Il plonge avec son collègue Dave Wasser et le bellman Duncan Holcock. La mission du jour consiste à tester la pression d'un tuyau de pétrole sur un gabarit de forage. Un gabarit est une structure sous-marine construite à partir de tuyaux de forage et installée comme structure temporaire avant la mise en place de la plateforme de forage permanente. Chris, Dave et Duncan, plongeurs en saturation, subissent la pression durant 28 jours consécutifs. Ils vivent en habitat de saturation sur le navire de soutien de plongée. Ils rejoignent ensuite leur poste à 80 mètres de profondeur pour 6 heures de travail. La cloche de plongée et l'habitat restent à la pression de la profondeur de travail, évitant aux plongeurs une décompression après chaque poste, ce qui prendrait des jours. À la place, ils se décompressent à la fin de leur mission de travail de 28 jours. La cloche de plongée descend à environ 250 pieds. C'est légèrement plus haut que le point le plus élevé du gabarit. C'est une profondeur qui permet aux plongeurs de s'approcher suffisamment du gabarit, tandis que la cloche reste à l'écart et au-dessus de la structure, de sorte qu'il n'y a aucun risque qu'elle puisse entrer en collision avec la structure. Chris et Dave mettent leur casque de plongée relié à la cloche par un cordon ombilical. Ils respirent un mélange gazeux appelé Heliox, composé d'hélium et d'oxygène. Les plongeurs en saturation utilisent souvent de l'oxygène à une pression partielle environ 2 fois supérieure à celle de l'air que nous respirons sur la plage. L'air que nous respirons contient environ 20% d'oxygène, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais simplifions à 20%. Il remplace l'azote par de l'hélium parce que l'hélium n'est pas aussi dense que l'azote dans l'air que nous respirons habituellement. Cela aide à atténuer les effets de la narcose à l'azote, qui donne aux plongeurs l'impression d'avoir bu des martinis plus ils descendent en profondeur. Mais cela a 2 effets secondaires. Cela augmente la tonalité de leur voix parce que les ondes sonores se déplacent plus rapidement à travers le gaz plus léger. Et cela évacue la chaleur de leur corps par leur respiration plus rapidement que ce que nous ressentons en respirant de l'azote à la surface. Le cordon ombilical fournit le gaz respiratoire, la communication bidirectionnelle et de l'eau chaude pour éviter qu'ils ne deviennent hypothermiques en travaillant dans une eau proche du point de congélation qui est d'environ 38 degrés Fahrenheit ou 3 degrés Celsius. L'eau chaude réchauffe aussi l'hélium avant qu'ils le respirent, aidant à limiter le refroidissement rapide causé par la respiration d'hélium en profondeur. Pour la plongée d'aujourd'hui, le cordon ombilical mesure environ 50 mètres de long, soit 165 pieds. Chris et Dave arrivent, évaluent le site, localisent le tuyau, testent la pression et commencent. Les plongeurs sont rejoints à distance par John Burgess, pilote de véhicule sous-marin téléguidé. Dans le caisson, le bellman Duncan Alcock surveille les lignes d'alimentation des plongeurs. Le navire de soutien à la plongée BB Topaz est contrôlé par le premier officier Eric Strunt. Pour survivre à de telles profondeurs extrêmes, ces plongeurs respirent un mélange contenant moins d'oxygène. Laissez-moi expliquer. Il s'agit moins du pourcentage d'oxygène que de l'effet de la pression sur l'oxygène en profondeur. Au niveau de la mer, la pression partielle de l'oxygène dans l'air est de 0,2. Cela vient du fait qu'une atmosphère de pression équivaut à 0,2 de pression partielle d'oxygène plus 0,8 de pression partielle d'azote. À leur profondeur de 80 mètres, soit 265 pieds, la pression atmosphérique est de 9 atmosphères composées de 1,8 de pression partielle d'oxygène plus 7,2 de pression partielle d'hélium, c'est-à-dire la 0,2 multipliée par les 9 atmosphères. Ce niveau d'oxygène serait toxique et vous tuerait. Donc ils réduisent le pourcentage d'oxygène à environ 4,5%, ensuite à 9 fois la pression. La pression partielle d'oxygène est d'environ 0,4, ce qui est 2 fois plus riche que l'oxygène de l'air que nous respirons normalement. Donc même si le pourcentage d'oxygène est plus bas que dans l'air normal, son effet sur le corps est grandement augmenté. Sur la passerelle, ou le centre de commandement, du BB Topaz, le premier officier Eric Strunt informe le superviseur de plongée Craig Frederick
que le Dynamic Positioning System perd le signal par intermittence. Pour permettre à l'équipe de plongée et aux véhicules télécommandés ou véhicules sous-marins téléguidés de travailler à une profondeur de 265 pieds sous le navire doit maintenir sa position avec une extrême précision. Le navire utilise un système de positionnement appelé Dynamic Positioning System ou système de positionnement dynamique. Le Dynamic Positioning System surveille en permanence plusieurs points de données de référence. Tout, des données satellites, Global Positioning System à la profondeur du fond marin, les courants océaniques, la vitesse du vent et même la position par rapport aux capteurs situés sur le fond de l'océan. Le Dynamic Positioning System effectue des ajustements constants pour maintenir la position du navire d'une manière qu'une personne ne pourrait jamais maintenir très longtemps. Il est courant qu'un système de positionnement perde certains points de référence et doive s'appuyer sur moins de points pendant qu'il rétablit la connexion avec l'ensemble de données plus larges. Le Global Positioning System de votre téléphone peut verrouiller une position avec seulement 4 satellites, mais il reçoit souvent le signal de jusqu'à 20 satellites. Plus le nombre de points de référence est élevé, plus la position est très précise. La passerelle utilise des feux tricolores pour communiquer avec le superviseur de plongée. Le vert signifie « aller », l'orange signale un problème possible et le rouge signifie « abandonner ». L'avertissement est orange, mais cela ne préoccupe ni le superviseur de plongée ni les plongeurs. Une alerte orange est assez fréquente, mais cette fois, un appel vient de la passerelle. Le problème dépasse la perte de repère. Le superviseur ordonne aux plongeurs de retourner dans la cloche. Retournez sur la plateforme et laissez tout. Chris, Dave, retournez-y. Chris et Dave dans l'eau sentent l'urgence dans le ton de Craig. Il leur dit de tout laisser et de revenir sur la plateforme. La cloche de plongée est appelée la plateforme parce qu'elle sert de plateforme de travail pour les plongeurs. À ce moment, le voyant orange vire au rouge et Duncan sent aussitôt la cloche s'incliner légèrement. Le navire a perdu sa position et dérive. Dave et Chris doivent en retourner à la cloche, mais ils sont du côté du gabarit et doivent donc d'abord escalader le gabarit. Le gabarit mesure 11 mètres, 36 pieds de haut. Dave atteint le sommet en premier, puis Chris. En montant sur le toit, Chris remarque que son ombilical traîne et s'est enroulé autour d'un poteau métallique. Dave peut voir que l'ombilical de Chris commence à se tendre et à devenir droit. Chris se retourne pour le décrocher. Le navire dérive vite hors trajectoire sans réussir à décrocher l'ombilical avant qu'il ne s'enroule autour de la structure. Il se débat au maximum, mais l'ombilical l'attire vers la structure. Dave essaie d'aider Chris, mais il est entraîné par la cloche et ne peut pas l'atteindre. Dans la cloche, Duncan tente de rester calme. Il a donné autant de cordon ombilical qu'il pouvait à Chris, mais maintenant le cordon ombilical est en train de plier le support autour duquel il s'enroule pendant le stockage. Le cordon ombilical tire sur la cloche, la faisant davantage pencher. Si vous tenez un verre à l'envers sous l'eau et que vous le tournez lentement, il y a un moment où il ne retient plus la bulle d'air et, à mesure qu'il s'incline davantage, l'eau s'engouffre et chasse l'air. La cloche est sur le point d'être inondée, ce qui devient dangereux. Le cordon ombilical de Chris est maintenant tendu sous la pression. L'alimentation en gaz est pincée et Chris perd son gaz respiratoire. Il ouvre l'alimentation en gaz de sa bouteille de secours qui équivaut à la bouteille d'un plongeur sur son dos. La réglementation autorise une quantité de gaz selon la longueur de l'ombilical. 1 minute de gaz pour 10 mètres d'ombilical. L'ombilical mesure 50 mètres, donc il a environ 5 minutes de gaz respirable dans la bouteille. L'ombilical continue de se tendre, puis, comme un coup de feu, il se casse. Dave est arraché de la structure. Le câble reliant la cloche et le navire à la structure n'est plus là, donc le navire dérive rapidement. Chris retombe de la structure sur le fond marin, dans l'obscurité totale. Il n'a plus d'alimentation en gaz, plus d'électricité pour sa lampe frontale, ni d'eau chaude pour circuler dans sa combinaison. Chris doit maintenant décider. S'il reste au fond, rien ne garantit que Dave le retrouvera. La cloche de plongée risque fortement de ne pas pouvoir atteindre le fond marin sans danger de s'accrocher à la structure. Même si Dave parvient à le rejoindre sur le fond marin, il est presque certain qu'il sera trop difficile pour Dave de le porter jusqu'à la structure, puis de le ramener dans la cloche. Donc sa meilleure chance de survie est de monter sur le toit de la structure. Mais pour cela, il devra escalader la structure. Cela lui prendra de l'énergie, donc du gaz respirable sera consommé. Dès qu'il commence à grimper, il accélère sa propre perte. Il doit prendre une décision rapidement. S'il attend trop, il manquera de gaz avant d'atteindre le sommet du gabarit, rendant tout cela inutile.
Il sait qu'il doit retourner sur la structure, mais dans l'obscurité totale, il ne sait pas dans quelle direction elle se trouve. Heureusement, il la trouve dans la première direction qu'il essaie. Il grimpe lentement sur le côté et, lorsqu'il arrive en haut, il s'assoit sur la structure et attend. Il attend d'abord le vaisseau, puis que son gaz respiratoire s'épuise. Il attend ensuite que le froid engourdisse ses sens. Privé d'eau chaude de l'ombilical pour se réchauffer et préchauffer l'hélium de son gaz respiratoire, son corps refroidit vite. Le dioxyde de carbone qu'il expire remplit son casque. À mesure que le gaz de sa bouteille de secours s'épuise, il devient de plus en plus difficile de respirer. Finalement, il perd connaissance. Dave Wasser est maintenant traîné derrière la cloche de plongée. Il se tire jusqu'à la cloche, une main après l'autre le long de l'ombilical, tout en luttant contre le courant. Il rejoint la cloche et s'effondre épuisé. Lui et Duncan doivent attendre que le navire arrête de dériver et revienne vers le gabarit de forage. Sur la passerelle, le premier officier Eric Strant et son équipe tentent de relancer le système de positionnement dynamique. Après 3 tentatives, ils se rendent compte qu'ils livrent une bataille perdue d'avance et prennent donc le contrôle manuel du navire. Ils font demi-tour et retournent vers le gabarit. En approchant, ils envoient le véhicule sous-marin téléguidé explorer la zone et localiser le corps de Chris. Près de 30 minutes ont passé et ils savaient qu'il s'agit d'une récupération de corps. Le pilote du véhicule sous-marin téléguidé John Burgess scanne le site et repère Chris au sommet de la structure. À sa surprise et son soulagement, Chris montre encore des signes de vie. L'équipe de soutien à la plongée peut voir sur la vidéo que Chris est inconscient, car il ne réagit à aucune des lumières du véhicule sous-marin téléguidé. Son corps a des spasmes et ses muscles se contractent, ce qui est une réaction du système nerveux central à l'accumulation de dioxyde de carbone. Ils peuvent aussi voir que de l'eau froide est entrée dans sa combinaison parce qu'ils distinguent d'Antio la ligne d'eau à l'intérieur de son casque. Ils ne peuvent plus qu'attendre que le navire et la cloche arrivent. Ils observent le corps de Chris se convulser jusqu'à ce que les mouvements ralentissent. Le premier officier, Eric Strant et son équipe manœuvrent le navire du mieux qu'ils peuvent sans le système de positionnement dynamique. Une fois qu'ils sont en position, ils maintiennent le navire stable en utilisant un joystick pour corriger constamment les mouvements du navire qui est poussé par les courants marins et le vent. Le superviseur de plongée Craig Frederick ordonne ensuite de descendre la cloche à quelques mètres du gabarit. Normalement, cela serait trop dangereux, mais ils doivent te donner à Dave dans l'eau et à Duncan, dans la cloche, la meilleure chance possible de récupérer Chris, qui est maintenant un poids mort qu'il faut remonter dans la cloche. L'équipe de plongée et la passerelle surveillant sur leur écran pendant que le véhicule sous-marin téléguidé suit Dave. D'abord, Dave raccorde une alimentation en gaz au casque de Chris. Ensuite, il attache une longe de secours à son harnais. Dave vérifie le cordon ombilical sectionné de Chris pour s'assurer qu'il n'est plus coincé dans le gabarit. Duncan récupère le mou du cordon ombilical de Dave et Dave se hisse lui-même ainsi que Chris vers le haut en se tirant le long du cordon ombilical. Dave peine à faire passer le corps de Chris au-dessus de la grille, au fond de la cloche. Une fois qu'il a dégagé la grille, il attache le treuil de récupération du plongeur et Duncan hisse Chris dans le conduit de la cloche. Le conduit est le petit tunnel qui mène vers le haut dans la cloche. Alors que Chris est à mi-chemin dans le conduit et que sa tête est dans la cloche, Duncan lui enlève son casque. Chris est bleu vif par manque d'oxygène. Duncan fait 2 insufflations de secours et soupire, soulagé que Chris respire à nouveau seul presque aussitôt. Dave et Duncan sont tous les deux surpris que Chris retrouve son calme aussi rapidement. Il grimpe lui-même dans la cloche et prend sa place habituelle. Duncan branche une arrivée d'eau chaude sur la combinaison de Chris pour qu'il puisse le réchauffer. Dave les rejoint, il ferme la cloche et remonte vers le navire. Je ne crois pas qu'on saura jamais exactement comment Chris a survécu aussi longtemps sans oxygène, mais il y a 2 indices possibles. Bien que rares, des cas documentés montrent que des personnes immergées et arrosées dans l'eau froide entrent en hibernation, leur circulation ralentissant. Le corps consomme moins d'oxygène. Chris était dans une eau proche du point de congélation, et l'hélium dans son mélange respiratoire a contribué à refroidir sa température corporelle encore plus rapidement. L'autre facteur était que son gaz respiratoire a une pression partielle d'oxygène supérieure à celle de l'air en surface. Ces 2 forces opposées, la température froide qui ralentit sa circulation au point qu'il a besoin de moins d'oxygène, associé au gaz respiratoire plus riche en oxygène, ont prolongé son temps de survie à près de 40 minutes au fond de la mer du Nord.